On n'a pas de salle de cinéma réalisée, construite par l'État ou par des mécènes congolais. Voilà. Je sais que avant, si tu fais un peu de recherche, tu verras qu'il y a eu énormément de salles de cinéma qui malheureusement ont été détruites pour créer des églises. On a plus d'églises au Congo que des salles de cinéma. Et moi, je trouve ça incroyable. Pour moi, une culture ne peut pas passer par une religion. Pierre Mano, bonjour. Bonjour Leïla. Alors vous êtes notre première invitée pour ce Kini Project. Merci. Vous ouvrez un peu cette saison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de me recevoir aussi. Alors tu es une artiste pluridisciplinaire. Tu touches à tout. Le cinéma, la peinture, mais aussi l'art en général, j'ai envie de dire. Et tu es issue d'une famille qui est très ancrée justement dans le monde culturel. Ta maman est Bill Kouelani, qui est peintre, mais aussi écrivaine. Ton beau-père est bibliothécaire, mais également comédien. Donc il y a la pluridisciplinarité. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir d'enfance où justement tu as rencontré l'art et les livres ? Oui, effectivement, je suis issue d'une famille très ancrée dans l'art et la culture. Alors, des souvenirs d'enfants, j'en ai énormément. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que très tôt, mes parents m'ouvrent l'esprit, mes frères et moi, parce que je suis quand même issue d'une fratrie, voilà. J'ai 2 grands frères et je suis la dernière, donc j'étais la seule fille. Et contrairement à mes frères, moi j'étais coincée à la maison. J'avais pas trop l'autorisation d'aller jouer avec les enfants du quartier, alors que mes frères avaient une liberté que moi j'avais pas forcément. Donc ce qui faisait qu'à la maison j'apprenais un peu de tout. Et c'est comme ça que je découvre la peinture auprès de ma mère. Et je me rends compte en fait que je suis pas du tout faite pour la peinture parce que je dessine très très mal et je ne trouvais aucune connexion entre mon âme et la peinture. Donc c'est comme ça que je commence un peu à toucher à tout ce qui vient. Et la révélation se fait à travers le cinéma quand je découvre les tout premiers films africains, les films de Job Mombeti, de Ousmane Sembène, et c'est comme ça que je me dis je suis faite pour faire du cinéma. Et après, au fil du temps, je découvre la photo, la performance et l'installation. D'accord. Et justement, ces souvenirs-là, c'est des souvenirs où tu allais à la bibliothèque et tu étais plus dans les livres que dehors, quoi. C'est ça exactement. Je traînais pas du tout dehors. Je traînais vraiment soit à la maison, soit à la bibliothèque où travaillait mon père. Mais c'est vrai que toute l'appétence que j'ai pu avoir pour les pratiques artistiques, je les ai pas du tout eues à l'école. Je sais que très tôt, mes professeurs avaient déjà dit à mes parents que j'avais une attirance pour les matières artistiques, mais c'est pas l'école qui a fait toute l'essence que je peux avoir autour des arts. Donc c'est vraiment avec l'appui et le soutien de mes parents, en traînant dans les bibliothèques ou à la maison devant un film réalisé par un réalisateur africain ou une réalisatrice africaine. Et comment justement cette ambiance familiale a-t-elle influencé ta construction en tant qu'artiste ? Waouh. La construction, elle s'est faite assez tardivement. Je me dis qu'en tant qu'enfant de grands artistes, forcément, tu peut-être de façon innocente, tu touches un peu à ce que tes parents font. Mais je me dis, à 9 ans, 10 ans, la pensée elle n'est pas encore assez construite comme quand on a 15 ans. Donc c'est beaucoup plus tard, quand je fais ma terminale littéraire, que je trouve que je m'intéresse beaucoup aux livres, que j'ai peut-être un chemin qui se crée avec la littérature et que j'ai aussi un chemin qui se crée avec le cinéma. Donc je peux pas dire que tout de suite, dès l'âge de 8-9 ans, je savais déjà que je voulais devenir artiste, en fait. Le vœu s'est fait plus tard, l'engagement est né beaucoup plus tard, quand j'ai eu 15 ans et aujourd'hui j'ai 32 ans. Et est-ce que tu avais le sentiment que l'art, justement, un peu plus tard, donc à 15 ans et plus, est-ce que tu as eu le sentiment que l'art était une voie naturelle ou il y a eu un moment de rupture ou d'émancipation par rapport à l'univers de tes parents ? C'est une très très bonne question. Justement, quand je fais mon bac littéraire, j'ai toutes mes copines qui veulent faire du droit.
Et là, spontanément, je dis à mes parents, je vais faire du droit comme mes copines. Et j'ai ce petit moment quand même d'introspection quand je rentre chez moi. Déjà, mes parents sont très ouverts d'esprit, ils m'ont jamais imposé une filière. Donc, quand je leur parle de droit, ils me disent pas forcément, non, tu viens d'une famille d'artistes, faut que tu fasses essentiellement de l'art. Ils me disent, est-ce que tu es sûr, prends le temps de réfléchir, mais vraiment avec un raisonnement très sain et très ouvert aussi sur le monde. Et donc là, avec un peu plus d'introspection, je me rends compte que non, je peux pas faire autre chose que de l'art. Mais c'est drôle parce que finalement, je fais plus des études de droit. Je commence une école de cinéma au Sénégal. Donc je pars du Congo pour aller au Sénégal. Et c'est assez drôle parce que je le dis un peu aujourd'hui avec le projet de festival de films que j'ai aujourd'hui, que d'une certaine manière, je suis devenue l'avocate du 7e art. Donc en fait, toute la question du droit n'a jamais été bien loin parce que même moi, en tant qu'artiste aussi, je sens que je suis dans ce raisonnement où je veux donner la parole à des personnes qui n'ont pas le courage ou l'occasion de dire des choses qui leur sont intimes ou qu'ils pensent de manière sociale, politique ou économique. Donc d'une certaine manière, je suis peut-être la voix des sans-voix. C'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais d'un autre côté, je suis aussi ma propre avocate parce que je travaille beaucoup aussi sur des questions qui me sont moins intimes. Et donc dans ton univers artistique, tu utilises beaucoup la couleur rouge, beaucoup d'éléments liés au corps. Oui. Justement, à quel moment le corps est-il devenu outil et sujet? Et qu'est-ce que cela a changé dans ta façon de raconter? Le corps. Déjà, je pense que innocemment, le corps a toujours été là quand je voyais les peintures de ma mère. Parce que ma mère, elle peignait beaucoup la guerre. Donc, qui dit guerre, dit forcément des corps entassés, des corps squelettiques, des corps sans tête. Donc, tout de suite, moi, je vis dans cet univers de la douleur qui est exprimée par ma mère. Moi aussi, j'ai vécu la guerre, mais j'étais très, très jeune, donc j'ai aucun souvenir. Je pourrais même pas parler de la guerre, ni de ce que j'ai ressenti. Enfin, j'ai découvert, moi, la guerre à travers les écrits de ma mère. Et donc, je pense qu'inconsciemment, mon esprit a imprimé tous ces tableaux de ma mère. Et donc, quand j'ai 18 ans, entre 15 et 18 ans, c'est la période d'adolescence où une femme découvre son corps. Et je me rends compte en fait que je vis très très mal avec mon corps. Je ne m'accepte pas forcément. Déjà, j'ai un prénom masculin, qui est le prénom de ma mère, donc Pierre Manot. Ça faisait une combinaison pas très acceptée dans le milieu. Et j'étais pas aussi très féminine à l'époque. Je me maquillais pas, je m'habillais comme un garçon. Et donc il y a ce truc où on essaye un peu de se retrouver, de se regarder dans le miroir et de se rendre compte en fait qu'on ressemble pas à toutes les femmes, que mon corps n'est pas si féminin que ça. Et moi aussi très tôt, j'ai toujours eu un corps très très sportif, donc tout de suite des remarques très négatives. Oh, tu joues au foot, oh, t'es un garçon manqué, oh, t'es une lesbienne. Toutes ces choses, je les ai vécues dès l'adolescence. Et c'est vrai que ce mal-être lié au corps, ce mal-être lié aussi à la maladie, parce que moi j'ai de l'endométriose, j'ai des fibromes dans mon ventre depuis des années, mais ça s'est révélé un peu plus tard. Donc je pense que c'est tout cet ensemble de mal-être en fait qui l'ensemble a fait que toute ma pratique artistique tourne autour du corps. Donc c'est vraiment le corps de Pierre Manot qui se déploie dans l'espace. C'est le corps de Pierre Manot qui a besoin d'une forme de thérapie, d'une forme de guérison. Et c'est pour ça que je parle en quelque sorte en fait d'avocat. Donc c'est mon propre corps et la seule personne qui était la mieux placée pour parler de moi, ce n'est que moi. Donc moi je suis vraiment dans une thématique où le corps, où tous les corps méritent d'être soigné, mérite une forme de guérison. Et c'est ce qui ressort de mon travail, en fait. C'est le corps dans son état brut, le corps dans son état détruit. Et voilà, c'est un ensemble de beaucoup de choses, en fait. Donc, on peut dire que l'art, c'était un peu ta thérapie? Oui, complètement. L'art, ça a vraiment été la thérapie qu'il me fallait. Et toute la question de la thérapie passe d'abord par la photo. Donc, je découvre la photo en 2017 au Sénégal. C'est un ami béninois qui était déjà photographe qui m'apprend comment prendre des photos. Et là, spontanément, je commence à me prendre moi en photo à moitié nue, justement pour mettre en avant ce corps que je n'acceptais pas forcément, cette féminité que j'avais pourtant, mais que je ne voyais pas forcément parce que à 15, 18 ans, on vit à travers le regard des autres, on vit pas forcément à travers son propre regard. Et malgré le fait que j'avais des parents très ouverts d'esprit, qui étaient
très bon dans les paroles, dans les gestes. Moi, en tant que femme, moi, en tant qu'humain, je trouvais pas forcément ma place dans la société en tant que femme. Donc, je prenais des photos à moitié nues, que je retravaillais après, que je retouchais. Enfin, on sentait qu'il y avait une douleur qui ressortait de ce corps. Et au tout début, c'est ma manière à moi de m'exprimer. Aujourd'hui, ma pratique artistique n'a pas beaucoup changé. Je travaille toujours autour du corps, mais c'est vrai que la démarche n'est plus la même qu'avant. Donc, il y a toujours un besoin d'auto-guérison, mais il y a aussi ce besoin de travailler sur d'autres types de corps, sur d'autres femmes ou sur d'autres enfants. Voilà. Donc, à travers justement cette évocation du corps, on peut voir un peu ton évolution avec ton acceptation de ton corps, quoi. Ouais, aujourd'hui je vis mieux avec mon corps. Je vis mieux avec mon corps. Enfin, j'ai dépassé la trentaine. On dit souvent qu'à la trentaine, une femme, elle se révèle mieux. Après, effectivement, il y a toujours des petites phases de rechute émotionnelle, de dépression, ce qui va avec. Mais je peux dire que l'art a quand même apporté un renouveau qu'il n'y avait pas avant, en fait. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens plus féminine et je me sens toujours autant différente des autres femmes. Je me dis que chaque être humain a quelque chose de spécial, a quelque chose de différent, et que cette différence ne devrait pas, moi, me faire autant de mal, en fait, et que le regard de l'autre n'est pas si important que ça. Donc c'est vrai que mon raisonnement a changé, j'ai beaucoup grandi. La démarche artistique, bien évidemment, au fil du temps, elle grandit, elle évolue avec les gens qu'on rencontre, les situations nouvelles qu'on rencontre et autres. Mais le corps est toujours présent parce que, comme je disais tantôt, j'ai une endométriose et on pourra le remarquer aussi dans mes œuvres, elles sont toutes rouges. Le rouge ne passe pas inaperçu dans mes œuvres. Et quand je regarde un peu ton univers artistique, il y a cette volonté aussi un peu de transmission. Quelle place justement occupe la transmission intergénérationnelle dans ta démarche artistique, s'il y en a une? Il n'y a pas de transmission intergénérationnelle. Bon, peut-être que je le vois pas. Je dis toujours qu'une œuvre, elle peut être perçue différemment en fonction du regard des gens. Mais les œuvres je pense que j'ai pu montrer, que tu as pu voir, c'est vraiment que moi qui suis représentée sur les peintures, sur les photos. Mais ce qui est, je trouve, aussi intéressant avec ma pratique artistique, c'est que, justement, il y a une transmission, il y a une passerelle qui se crée. Moi, je me rappelle plusieurs fois quand j'ai eu à performer dans des espaces publics, il y a aussi des hommes qui venaient vers moi en me disant « mais on se reconnaît dans votre travail ». Donc finalement, il n'y a plus qu'une portée féministe ou féminine dans ma manière de représenter mon corps. Je me rends compte aussi que d'autres genres peuvent aussi se représenter à travers mes peintures, se retrouver à travers mes peintures. Et la transmission, à mon avis, elle se fait là. Et je pourrais aussi parler de transmission en termes d'amour. Il n'y a pas que de la souffrance dans mes œuvres. Il y a aussi de l'amour qui en ressort. Il y a de l'amour, il y a énormément d'espoir, malgré le fait que l'univers soit très, très rouge, très ensanglanté, très douloureux. Quand je disais intergénérationnel, tu as sûrement peut-être des personnes qui sont plus âgées ou moins âgées que toi qui peuvent se reconnaître dans tes œuvres. Ah oui, complètement. Vu de cette manière, complètement. J'ai un petit souvenir encore, j'étais au Sénégal, j'avais performé pendant la Biennale de Dakar. Et là, pareil, c'était un travail autour du viol. Et j'ai une très très vieille dame, qui vient vers moi en larmes. Elle me prend dans ses bras, elle me dit merci d'en parler, voilà. Effectivement, à cette époque, j'étais encore très très jeune, donc voir une femme âgée venir vers moi et me parler de cette manière, une manière aussi ouverte et intelligente, de manière aussi très sensible. Et là, je me suis dit bon, ok, la passerelle elle est créée. Je ne parle pas que des gens de mon âge, je ne parle pas que de mon corps. Finalement, la passerelle elle se fait bien à travers les genres, à travers les âges. Et justement, est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais ou ça s'est fait naturellement? Ah non, je pensais pas du tout. Je pensais parler de moi, parler de ce qui me chagrine, mais je pensais pas que mon travail, que mon corps pouvait refléter d'autres histoires aussi. C'est avec le temps, effectivement,
à force de présenter des œuvres au public, de performer, que je me rends compte en fait que tout le monde peut se retrouver dans une œuvre dans une œuvre, peu importe la forme qu'elle prend. Alors là, on va évoquer le cinéma. Ouais. De quelle manière ce médium t'a permis de t'exprimer et de faire passer tes messages? D'abord, comme j'ai pu le dire, très tôt, mes parents m'obligent à regarder des films africains ou des films réalisés sur le continent ou ailleurs. Et ce qu'il faut aussi notifier, c'est que je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo, et très souvent, on regardait des films asiatiques. On regardait des films de kung-fu, des films américains, mais jamais de films africains. Donc je faisais vraiment partie de l'une des rares filles à avoir eu une très très bonne culture cinématographique africaine. Du coup, quand je partais à l'école, à l'époque, je suis dans une école franco-congolaise, et souvent quand je parlais de films africains, on me regardait du mauvais œil, alors que ça fait partie de notre culture. Donc voilà, non, très tôt, je suis déjà ancrée dans les cinémas d'Afrique. Et c'est plus tard, après le bac, que je me lance dans la théorie. Donc, je vais faire des études de cinéma et j'ai un master de 2 en cinéma et audiovisuel, mais que de la théorie. Donc, je suis plutôt dans l'esthétique de film et les critiques de films que derrière la caméra et autres. Et justement, tu as étudié l'audiovisuel à Dakar. Comment cette expérience a renforcé ta passion pour le 7e art? Déjà, j'étais dans une école, l'école s'appelle Tagat, elle est gérée par un peintre sénégalais. Et malheureusement, je me sentais pas très à l'aise dans la formation parce que je trouvais que le niveau était très très bas et je ne me retrouvais pas du tout. Et surtout, c'était une école d'audiovisuel et non de cinéma. Donc, j'ai appris les toutes premières bases, les bases du montage, de la caméra et autres, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. Moi, je voulais vraiment connaître toute l'histoire du cinéma, d'où on partait et où on en est aujourd'hui. Et effectivement, je ne retrouvais pas ça dans cette école. Donc, c'était vraiment une école, on va dire, 100% pratique. Et c'est comme ça que je demande un visa pour aller en France. Et la Sorbonne accepte mon dossier. Et c'est là que je rencontre réellement ce que c'est que la théorie du cinéma, pourquoi on choisit tel ou tel plan, pourquoi on parlerait plus de ce réalisateur que d'un autre, de cette réalisatrice que d'une autre, pardon. Et donc, c'est là que je me découvre et je me dis que oui, je veux bien devenir critique de film ou esthéticienne. Enfin, quand je dis esthéticienne, c'est vraiment celui ou celle qui va analyser tous les choix qu'un réalisateur ou qu'une réalisatrice va prendre en considération. Et quels ont été les films qui ont été une source d'inspiration pour toi? Quels films ont été une source d'inspiration pour toi? Il y a eu plusieurs films. Je pourrais citer Madame Brouette. Enfin, là, je cite vraiment que des classiques d'Afrique. Madame Brouette, Voyage à Ouaga, TGV. Il y en a plein. La Noire 2 d'Ousmane Sembène. Ce sont des films, c'est vraiment les classiques. Peu de personnes les citent. Faut vraiment être un bon cinéphile pour les reconnaître. Voilà. Donc, ce sont des films de différents réalisateurs. Et malheureusement, à cette époque, on parle pas beaucoup de femmes réalisatrices. Donc, quand je découvre les cinémas d'Afrique, c'est que des hommes réalisateurs. Et c'est plus tard que je découvre Safi Faye, qui a réalisé Lettres paysannes. Voilà, ce sont plusieurs univers différents, ce sont des regards différents, mais des histoires tellement fortes que je trouve dommage en fait qu'on ne vulgarise pas autant ces films classiques. Donc, quand tu as évoqué ton expérience au Sénégal. Donc, quand tu es partie au Sénégal, est-ce que tu avais déjà une attente concernant les critiques cinématographiques, justement? J'avais une grosse attente, mais je pense que je me suis juste gourée. Parce que c'était marqué école de cinéma, mais en vrai, c'était une école d'audiovisuel. Et c'était trop technique pour moi. Je mangeais horreur de la technique. Moi, j'aime beaucoup la théorie, j'aime lire des essais. Et là, franchement, je me retrouvais pas du tout. Et c'est comme ça que je décide en fait d'aller dans une vraie école où on peut mêler théorie et pratique, mais sans trop être dans la pratique. Et c'est comme ça que je me retrouve à la Sorbonne en fait. Mais c'est vrai qu'au Sénégal, je trouvais pas ma place. Mais néanmoins, c'est un très très bon pays. Enfin, en termes quand on parle de cinéma, parce que
Pour moi, le Sénégal, c'est un pays qui a eu énormément de réalisations. Donc, avant que je parte au Sénégal, je connaissais déjà pas mal de réalisateurs sénégalais. Et l'avantage aussi qu'ils ont, c'est qu'ils réalisent leurs films dans leur langue. Et ça, c'est une chose tellement trop importante. Et ce que je trouve dommage aussi dans d'autres pays, c'est qu'on va beaucoup être dans le jeu d'acteur en français. Et malheureusement, le français n'étant pas notre langue, on sentira que le jeu d'acteur n'est pas forcément sincère, n'est pas forcément direct. Alors que quand tu vois certains films sénégalais et qu'ils jouent en wolof, tu sens que le jeu est naturel. On se demande même s'il y a eu un scénario, tu vois. Mais bon, anyway, c'est beaucoup d'éléments comme ça que je voulais retrouver dans une école parce que je voulais pas aller sur le terrain sans suivre quand même une formation. Et je me suis rendu compte en fait que maintenant, j'étais pas au bon endroit. Alors, tu es également médiatrice culturelle. Est-ce que ce rôle a élargi ta vision sur la critique de film? Complètement. Moi, je travaille essentiellement là en tant que médiatrice pour la Microfolie du Val d'Oise. La Microfolie, en fait, c'est une plateforme qui a été mise en place par le ministère de la Culture, qui donne accès à différentes œuvres de différents musées. Et nous, en tant que médiateurs, on doit récupérer ces données, faire des conférences et les présenter à des publics de centres sociaux qui sont dans le Val d'Oise en QPV. Et c'est vrai que le fait de vouloir populariser la culture de cette manière m'a en quelque sorte éveillée. Parce que le principe du festival que je vais mettre en place, c'est vraiment d'aller vers l'autre. Et justement, en tant que médiatrice culturelle, tu vas vers l'autre. Tu apportes la culture à ceux qui n'y ont pas forcément accès. Et c'est aussi un peu tout ça le principe de mon festival, c'est vraiment d'apporter le cinéma à ceux qui savent pas qu'on a des films de très bons films de manière locale, à ceux qui savent pas ce que c'est que le cinéma ou qui savent tout simplement pas ce que c'est que d'avoir une culture aujourd'hui. Et justement, on va évoquer ton festival qui se tient du 25 août au 8 septembre à Brazzaville. C'est la première édition et elle se nomme Moissy Film d'Afrique au féminin. Donc tu es donc la commissaire. Pourquoi c'était important pour toi d'organiser cet événement et de le mettre sous le signe du féminin? Alors déjà, pourquoi c'est important? Enfin, certainement parce que c'est lié à mes études de cinéma. Il y a quelques années, en 2019, j'ai soutenu un mémoire sur le cinéma congolais. Et ensuite, après ça, j'ai fait pas mal de choses, médiation, il y a aussi eu ma pratique artistique. Et je trouvais dommage, en fait, que de pas apporter grand chose, en fait, au cinéma. Surtout au cinéma congolais. Et c'est comme ça, en fait, que Moissy naît. Mais ça part aussi d'un constat, qui est un constat tout bête, hein. C'est que quand je découvre, moi, le cinéma d'Afrique, quand je suis jeune, c'est qu'il y a que des réalisateurs qui sont mis en avant. Il y a aucune femme qui n'est mise en avant, alors qu'elles existent. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans toutes les filières artistiques, hein. Toutes les femmes sont étouffées, elles sont pas valorisées, elles sont dénigrées, enfin, voilà. Et donc, Moissy, qui veut dire tout simplement femme en lingala, naît de cette manière je voudrais moi mettre en valeur, mettre en lumière toutes les femmes du cinéma, toutes professions confondues. Donc, quand je ne parle pas que des réalisatrices, je prends en compte les actrices, je prends en compte les chefs opératrices, bref, mais vraiment toutes celles qui travaillent pour l'industrie du cinéma. Mais le deuxième objectif aussi de Moissy, c'est vraiment de mettre en avant les cinémas d'Afrique. Et c'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Donc le genre principal du festival, c'est bien les femmes, mais les hommes aussi peuvent, eux, apporter des films dont le rôle principal, par exemple, a été dédié à une femme. Et moi, ça me tenait à cœur de pouvoir faire ce festival, justement pour les mettre en avant, pour les valoriser et pour enfin aussi parler de questions aussi qui nous touchent, tout simplement. Alors, les piliers du programme, c'est projection, atelier et rencontre. Comment s'articule-t-il? Alors, l'idée, c'est d'arriver à faire un festival ancré dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Ce que j'appelle dans la pratique, c'est qu'il y aura énormément de projections. Et le principe de Moissy, c'est que moi, je voulais pas d'un festival élitiste. Ce que j'appelle un festival élitiste, c'est vraiment un festival dans les salles de cinéma. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais qu'une salle de cinéma, ça fait l'essence du cinéma. Mais, par exemple, au Congo, pour aller voir un film, moi, je trouve exorbitant de mettre des tarifs à 5 000 francs, 10 000 francs. Ça correspond à 15 €. Mais au Congo, c'est énorme. Les gens ne travaillent pas.
les gens ne touchent pas leur salaire et je trouve ça pas normal de mettre une entrée de cinéma à un prix exorbitant. Donc l'idée, c'est très engagé, hein, le festival. L'idée, c'est vraiment d'aller vers la population, de faire des projections dans l'espace public pour pouvoir brasser du monde, drainer du monde. Donc moi, si c'est un festival 100% gratuit, les entrées, elles seront pas du tout payantes. Moi, je veux pas du tout d'un festival payant. Là, c'est ma vision au tout début. Après, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et en dehors des projections, il y a des ateliers de formation. Il faut prendre en considération que les écoles de cinéma en Afrique, il n'y en a pas. Il y en a quelques-unes, mais voilà, faut y aller, quoi. Mais au Congo, il n'y a pas d'école de cinéma. Je sais qu'il y a la filière cinéma à Mariangouabi, à l'université. Mais en dehors de ça, il n'y a pas une école dédiée au cinéma. Et je trouvais intéressant de mettre des ateliers de formation pour ceux qui sont intéressés. Et donc, parmi ces ateliers, on a l'atelier jeu d'acteur, on a l'atelier esthétique de film que je vais animer moi-même et l'atelier documentaire. Et en dehors de ça, bien évidemment, il y aura les tables rondes où chacun pourra témoigner de son parcours, mais aussi l'idée, c'est d'ouvrir des débats sur des questions générales, de savoir où en est le cinéma africain aujourd'hui. Est-ce que justement, c'est ce regard-là, tous ces problèmes que tu viens de relever pour l'accès au cinéma, aux salles de cinéma, qui t'a poussé à créer ce festival-là? Ouais, c'est beaucoup de choses. C'est déjà le constat, comme je disais, que les femmes ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Mais ça part aussi d'un constat sur le terrain. Il n'y a pas de salle de cinéma. Les salles de cinéma, enfin, l'entrée pour le cinéma est trop chère. Mais il y a aussi cette question où on ne valorise pas nos cultures, on ne valorise pas nos productions locales. Moi, je sais que dans mon entourage, quand j'étais beaucoup plus jeune, aucun de mes camarades de classe pouvait me citer un réalisateur africain. Et ça, pour moi, je trouvais ça incroyable. Et je trouve ça aussi, comment dire, ça reste dommage dans tous les cas pour moi, qu'en tant qu'Africain, qu'on ne puisse pas citer au moins 5 films africains. Donc ça part aussi de là, de vouloir d'une manière ou d'une autre faire découvrir les créations locales aux habitants congolais, mais aussi d'une manière leur apporter une forme de rééducation, apprendre à aimer nos films, apprendre à regarder des films, apprendre à, je sais pas moi, à aller à la salle de cinéma. C'est une culture tout autant importante que la musique ou la danse. Et la musique au Congo est bien plus importante que le cinéma. Quelle va être la priorité pour que le pays devienne un hub de cinéphiles actifs? Est-ce que c'est très compliqué. Est-ce que c'est un problème d'archives ou vraiment d'accès aux salles où il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de culture du cinéma au Congo aujourd'hui? Moi, je pense qu'il n'y a pas de culture du cinéma. Les réalisateurs sont là, les réalisatrices sont là, les accessoires sont là, les scénaristes sont là. Mais il faut aussi savoir qu'on est au Congo et que le ministère de la Culture du Congo fait n'importe quoi. On a malheureusement un ministère qui se tait sur énormément de choses et comme je disais, la musique prend plus de place. La musique prend énormément de place et moi j'ai beaucoup de copains réalisateurs qui se plaignent de ne pas avoir de financement pour leurs films, donc ils se retrouvent à être réalisateurs, producteurs, parfois acteurs de leurs propres films. Parce que justement, l'industrie du cinéma tel qu'on l'entend n'existe pas du tout au Congo. Donc c'est vraiment un cinéma à système D. Beaucoup pourraient s'offusquer que je le dise de cette manière, mais malheureusement, il faut le dire, le cinéma au Congo, il est complètement embryonnaire parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, on n'a pas de budget, il n'y a rien en fait. La plupart des films qui sont réalisés sur le territoire viennent vraiment de financements propres à ceux qui réalisent. Donc le ministère de la Culture ne fait rien. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas de salle de cinéma. Les salles de cinéma présentes sont des salles de cinéma, bien évidemment, implantées par ceux qui viennent de l'étranger. On a Canal+. Voilà, tu imagines un peu, voilà. On a aussi la salle de l'Institut français, mais on n'a pas de salle de cinéma réalisée, construite par l'État ou par des mécènes congolais. Voilà. Je sais que avant, si tu fais un peu de recherche, tu verras qu'il y a eu énormément de salles de cinéma qui malheureusement ont été détruites pour créer des églises. On a plus d'églises au Congo que des salles de cinéma. Et moi, je trouve ça incroyable. Pour moi, une culture ne peut pas passer par une religion. Non. Pour moi, la culture, c'est vraiment donner tous les financements nécessaires
aux artistes pour pouvoir justement mettre en valeur leur projet. Et l'art, la culture de manière générale, c'est aussi une source d'emploi. Et ça, malheureusement, le ministère de la Culture ne le prend pas en considération. Donc, il y a la rééducation de la population, certes, mais ce serait bien aussi que les gouvernements mettent un peu la main à la pâte. On a un ministère de la Culture, hein. On a une espèce de cabinet de cinéma, mais faut voir, les conditions, elles sont pas très bien réunies. Et concernant aussi justement les archives, parce qu'il y a quand même est-ce que pour toi il y a quand même des archives cinématographiques qui existent ou... Ah oui, il y a énormément d'archives cinématographiques, mais dans quel état aussi? Oui, effectivement. Dans quel état? Il y a Hassim Tall, qui est un réalisateur congolais, qui a réalisé un film sur toutes les questions politiques et autres. Il y a énormément d'archives dans son film. Donc les archives sont là, en fait. Hein. Si vraiment tu veux te documenter sur le cinéma, tu trouves énormément de choses, mais l'état dans lequel tu les trouves aussi laisse un peu à désirer. Donc les archives sont là, il faut juste un peu de volonté pour pouvoir aller les chercher, les rénover et autres. Les archives, elles sont là, les lieux sont là. On a vraiment la possibilité de faire de très très bons films au Congo. Mais si les réalisateurs, les opérateurs sont pas formés, ça reste aussi un gros problème. Moissy est donc mis sous le signe du féminin. Est-ce que selon toi, les regards féminins changent la perception filmique d'un film? Ouais, je pense. Je pense qu'en tant que femme, on a cette sensibilité que les hommes n'ont pas forcément. Je généralise pas, hein, je connais beaucoup de réalisateurs hommes qui ont fait de très très beaux films avec des actrices femmes. Ça reste louable, mais je trouve qu'une femme a facilement cette meilleure capacité à parler de l'intime, à parler de choses propres à elle, propres à d'autres femmes. Ouais, enfin, je ne saurais comment le dire de façon explicite, mais moi je pense qu'une femme a une sensibilité qu'un homme n'a pas forcément. Donc son regard, il sera beaucoup plus doux, il sera beaucoup plus tolérant, et elle a aussi ce truc très engagé politiquement. Donc après de là, dans ma programmation, j'ai pris vraiment des films réalisés par des femmes. Enfin, c'est très très direct, hein, donc on sent que le politique y ressort. Mais je veux dire qu'un homme, quand il va réaliser un film politique, ce sera pas pareil. Une femme, elle aura, je sais pas, elle aura un petit truc qui va embellir la chose. Moi, je trouve qu'on réalise pas les films de la même manière. Moi, je suis pas réalisatrice, hein, mais j'ai écrit pas mal de scénarios qui sont dans mon ordinateur que je vais peut-être jamais réaliser. Mais moi, c'est vraiment la question de la sensibilité, de la sincérité, qu'on retrouve plus chez une réalisatrice femme que chez un homme. Qu'est-ce que les ateliers de médiation et de critique vont apporter aux participants et participantes? Alors, j'espère déjà qu'ils vont apporter pas mal de choses positives. Et moi, j'ai surtout envie qu'ils prennent conscience de leur travail, des enjeux auxquels ils peuvent être confrontés, hein, les participantes et les participants. Parce qu'on est, ils sont pour la plupart congolais, il y a des étrangers aussi qui vont arriver parce qu'on a fait un appel à candidature, qui prennent conscience que le cinéma congolais, il est embryonnaire, donc il faut forcément batailler hein, quand on a un projet. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils prennent conscience des enjeux, qu'ils prennent en considération du métier qu'ils font, parce que le cinéma, c'est très beau. Hein, et moi, j'adore dire aux gens, à chaque fois que j'ai une interview, le cinéma a cette capacité de réunir des gens. Dans le sens où, parfois, on peut regarder un film dont on ne comprend pas la langue, mais on peut être ébloui par ce qu'on voit à l'image. Et je dis aussi que le cinéma peut apporter la même autonomie que la musique peut apporter la même importance aussi, parce que la musique, elle va très très loin au Congo. Et pourquoi pas le cinéma? Le cinéma, c'est très beau. Le cinéma, ça peut traverser les frontières. Donc, j'ai vraiment envie qu'ils prennent conscience que ce sont de bons comédiens avec l'atelier jeu d'acteurs, qui prennent conscience qu'on fait pas du cinéma pour faire du cinéma, on met une lumière bleue
parce qu'il y a une justification derrière, qu'on met une lumière rouge parce que ça a du sens, qu'on fait un travelling parce que ça a du sens, qu'ils ne choisissent pas des plans au hasard en fait, que vraiment on réalise un film avec un regard important et que, en tant que réalisateur, il faut arriver à trouver les mots pour justifier son choix de film, son choix de personnage et autres. Donc ça, ce sont toutes ces choses qu'ils peuvent apprendre avec l'atelier d'esthétique et qui prennent aussi conscience que la fiction ne fait pas le cinéma. Je veux dire, très souvent, en tant que réalisateur, on va mettre en avant la fiction, alors qu'avec le documentaire aussi, on a des portes qui s'ouvrent à l'international. On peut faire de la fiction et du documentaire combinés dans un même film. Donc l'idée, c'est vrai que ça reste très théorique, mais c'est qu'ils comprennent en fait que toutes ces choses sont mises à disposition pour eux gratuitement, qu'ils doivent en profiter tant que les choses sont là, hein, parce qu'après, je sais pas, peut-être dans 2 matins, je vais arrêter le festival. Mais bon, l'idée, vu qu'il n'y a pas d'école au Congo, c'est vraiment de participer à des ateliers, de venir apprendre la base du cinéma, de venir apprendre le jeu d'acteur, de découvrir ce que c'est que le documentaire et de voir en sorte comment on se réveille, nous, comment on ouvre l'esprit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir aussi d'autres réalisations, de voir comment d'autres réalisatrices ou d'autres réalisateurs choisissent leur sujet et dans quel univers ils tournent leurs films. Donc j'attends que moi des avis positifs, mais surtout aussi qu'ils puissent jouir de ce moment de manière positive, de sorte à ce que ça leur ouvre l'esprit. Et c'est un festival itinérant, donc il va se dérouler, on te le souhaite, dans plusieurs villes d'Afrique. Est-ce que tu as déjà pensé à la 2e édition ou tu vas avec le vent? Je suis en train de réfléchir pour la 2e édition. Moi, je pensais au Cameroun. J'ai pas mal d'amis au Cameroun, donc je pense que les contacts peuvent se faire très facilement. C'était soit le Cameroun ou le Sénégal. Donc le Sénégal, c'est mon 2e pays, hein. Donc forcément aussi j'ai des contacts sur place, mais il faudrait que je vois en fonction des financements qu'on pourra nous avoir pour la 2e édition. Mais je peux déjà le dire, c'est soit le Cameroun ou le Sénégal. Et s'il y a d'autres participants qui voient l'interview, qui sont intéressés de créer un partenariat, voilà. Et pour terminer, quel message tu voudrais adresser justement au ministère de la communication? Ministère de la communication, de la culture. Exactement. Je leur dirais que la musique ne fait pas tout, que le Congo, la culture congolaise ne se limite pas qu'à la musique. On a la littérature, on a le cinéma. Je dirais à ce ministre ou c'est une femme en ce moment, la ministre de la culture, c'est que le cinéma a cette possibilité de créer des emplois. Donc le cinéma doit être vu aussi de manière économique et que les artistes, faut les soutenir. Enfin, faut pas les écraser, faut pas les piétiner et valoriser ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est le problème qu'on a toujours. Donc le cinéma peut être vecteur d'emploi, ouais. Et il peut être un moyen aussi de montrer sa culture. C'est ça. Et de valoriser son pays. Donc j'espère que le message sera passé. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leila.